Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur SES Imagotag? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur la publication ici des résultats financiers du premier semestre 2023. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, on va uniquement commenter les résultats financiers ici. OK? Donc, je vais commenter cet article-ci. Ensuite, on passera dans les rapports financiers de la compagnie vite fait et on terminera par une évaluation. Alors, le spécialiste des étiquettes électroniques SES Imagotag a confirmé lundi l'ensemble de ses objectifs financiers après avoir enregistré un bond de son bénéfice net au premier semestre écoulé. Donc vous vous rappelez que moi j'avais un problème avec les bénéfices nets de cette compagnie. D'accord? Croissance des revenus, diminution des marges ici, je n'aime pas trop ça. Mais c'était également une stratégie du management, d'accord? Parce qu'ici, je pense que on veut d'abord rentrer dans les magasins avec le produit qu'on offre ici aujourd'hui et derrière, vendre du service, ok? C'est une bonne stratégie, d'accord? Ça nous permet ici de booster les volumes à long terme. L'essentiel est de s'autofinancer, ok? Donc, le bénéfice net s'est établi à 91,5 millions d'euros au cours des 6 premiers mois de l'année contre 4,9 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'est amélioré sur la même période de 171% à 22,7 millions d'euros et l'excédent brut d'exploitation a atteint 43,5 millions d'euros contre 25,3 millions d'euros au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires déjà publié a augmenté de 33% à 380,1 millions d'euros. Le groupe a également fait état d'un flux de trésorerie disponible positif de 35 millions d'euros au premier semestre à comparer à une consommation de trésorerie de 13,7 millions d'euros un an plus tôt. Donc avant, un an plus tôt, à la même période, on était en perte en termes de free cash flow et aujourd'hui, on a 35 millions de cash net. Enfin, de free cash flow. OK? Comme annoncé, je cite le PDG ici, le PDG. Comme annoncé, la forte croissance du premier semestre s'est accompagnée d'une nette amélioration de nos résultats financiers. Toutes nos activités ont amélioré leur performance économique grâce à un travail efficace sur tous les fronts, a commenté Thierry Gadou, PDG de SES Imagotag, dans un communiqué. Alors, sur ce type d'entreprise, comme je l'ai mentionné précédemment, le management est déterminant. Je dirais qu'il est important dans toutes les autres compagnies, mais pour une compagnie de croissance, il est déterminant. Parce que ici, la compagnie de croissance, pour une compagnie de croissance, les investisseurs ont tendance à se focaliser sur la croissance des revenus. Or, le plus important, c'est à peu près la croissance des bénéfices nets. Donc, une entreprise qui a une croissance des revenus, c'est très bien, c'est très beau. Mais est-ce que déjà, elle peut maintenir ses marges brutes ou elle peut les améliorer? OK? Ensuite, au-delà de ça, est-ce qu'elle s'autofinance? Et à la fin, si elle s'autofinance, quel est le niveau de marge en date d'aujourd'hui? Maintenant, vu qu'on a une compagnie de croissance, très souvent ici, les entreprises, le PDG, le management aura tendance à vous donner des objectifs, les objectifs en termes sur 5 ans, 3 ans, voilà, peut-être qu'on va atteindre 1 milliard d'ici telle année, on va avoir à peu près 30% ici de marge bénéficiaire en termes d'EBITDA, etc. Donc, il faut aller regarder les objectifs fixés par le management et voir si le management livre la marchandise. OK? Faites attention. Je préfère encore un management ici qui annonce des résultats qui annonce des résultats ici, disons, j'annonce ici que je vais atteindre 1 milliard, mais je les dépasse, qu'un management qui dit, OK, on va atteindre 2 milliards, mais au lieu d'atteindre le 2 milliards, on arrive plutôt aux alentours ici, on a quelque chose de moins élevé que le 2 milliards en question. Donc, je préfère un management ici qui n'est pas, je ne dirais pas trop optimiste, mais qui garde à peu près les pieds sur terre. Et ça, c'est facile à dire, mais parce que dans tous les cas de figure, il faut souvent voir que leurs salaires sont adossés ici au prix de l'action. Donc, ici également, il faudrait toujours voir au niveau de la rémunération des dirigeants ici, sur quoi est adossée la rémunération variable, d'accord? Ou bien la plus grosse partie de la rémunération. Si j'aime bien que le variable soit plus élevé que le fixe et que le variable soit adossé à des éléments comme le retour sur investissement des capitaux ou bien le maintien des marges à un certain niveau. Parce que quand c'est uniquement sur le revenu, ça, je n'aime pas trop ça. Mais attention, je n'ai pas dit que c'est le cas pour SES Imagotag. Je vous dis juste que pour les entreprises, pareil, le management est déterminant. D'accord? Il est important pour les autres compagnies, mais pour les compagnies de croissance, c'est déterminant. OK? On continue.
Donc, la société a confirmé viser pour l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros et anticipe la poursuite d'une croissance en 2024. Très bien, d'une forte croissance en 2024. Très bien, donc 2024, on s'attend à quelque chose d'exceptionnel également. Donc, SES Imagotag a dévoilé en avril un accord majeur avec le géant de la distribution américaine Walmart pour déployer avec sa plateforme Fusion des millions d'étiquettes électroniques dans plusieurs centaines de magasins de l'enseigne aux États-Unis. Il faut vous dire ici que c'est bien d'entendre des millions, etc. Mais le déploiement de ces étiquettes-là à la fin de la journée, c'est pas ça qui rapporte vraiment de l'argent à la compagnie. Ok, c'est surtout le service qu'on va avoir à vendre derrière, en fait, pour peut-être le software qu'on va avoir à vendre derrière, parce que c'est vraiment ça la stratégie de la compagnie. S'ils arrivent à le faire, tant mieux. Donc, il faut également regarder au niveau de la compétition. Est-ce que si ce produit fonctionne bien, est-ce que Walmart n'a pas les moyens de le faire en interne, ce genre de choses-là? En tout cas, c'est pour ça qu'il faut faire attention à... Enfin, c'est la compétition et la compétition ne dort pas, n'oubliez jamais, ok? Parce que quand on a une compagnie de croissance, on a tendance à penser qu'elle est la seule à voir, elle sera la seule à prendre toutes les parts de marché, etc. Pourtant, faites attention, les entités comme Walmart veulent, elles, que verticalement intégrer le plus possible. Donc, elles auront tendance ici à demander soit des prix plus bas ou des choses comme ça, surtout si Walmart représente le plus gros client ici de SES Imagotag. Donc, il faut également regarder ici, parmi les clients ici qu'on a, quel est le qui sont nos plus gros clients et il faut essayer de voir si c'est assez diversifié. Si c'est trop concentré, c'est un risque potentiel. Donc, la société avait connu une fin de semestre agitée en bourse après avoir été la cible d'attaque du fonds activiste Gotham City Research, contre lequel le groupe a déposé une plainte en juillet pour diffusion d'informations fausses et trompeuses. Lors de la publication des premières accusations de Gotham City en fin juin, l'action avait perdu 60%, elle s'est retrouvée à 70 euros par là, et elle a depuis clôturé ici à 112 euros ici lundi, donc soit 8% sous son niveau du 1er janvier 2020, du 1er janvier. Donc de toute façon, en date d'aujourd'hui, on a dépassé ce niveau-là. Bref. On va donc revenir ici, on a donc eu des résultats exceptionnels. On s'attend à une année 2024 également en forte croissance. C'est une bonne chose. On remarque qu'en termes de rendement ici, l'entreprise commence à avoir des résultats de plus en plus positifs. Mais il faut également aller regarder en termes de marge. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le sens qui augmente de plus en plus? Légèrement, c'est ce que j'ai pu constater ici. Donc si on regarde ici les marges... je pense que ça, c'est les marges sur coût variable. Je pense que ça doit être les marges brutes ici. J'espère que c'est ça. Hein. Enfin, c'est parce que je n'aime pas lire ces affaires-ci en français. Alors, on a un 24% ici de croissance. On a un 24% de croissance, 24% de marge. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette amélioration-là? Il semblerait-il que les coûts de production ont diminué ici. Donc, c'est une bonne chose. Derrière également, il faut les charges d'exploitation. Quand on a une croissance du chiffre d'affaires de 33%, charge d'exploitation de 36%, ça veut dire qu'on dépense de plus en plus pour... j'aimerais que les charges d'exploitation, la croissance des charges d'exploitation soit moins élevée que la croissance du chiffre d'affaires. Là, on peut voir que l'entreprise devient de plus en plus efficiente. Pour le moment, ici, c'est vraiment... Pour le moment, c'est... Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Je pense que l'entreprise n'est pas encore... Selon moi, elle dépense autant pour chaque revenu supplémentaire, elle dépense autant en charges d'exploitation. Donc, pour le moment, ce n'est pas quelque chose... Je vais prêter attention à cette métrique, à l'évolution de cette métrique-ci. Ensuite, les marges d'EBITDA ici ont augmenté légèrement, 2,5%, à presque la même chose ici. Donc, on voit ici que les marges de coût variable ont un impact positif sur les marges d'EBITDA ici. Et peut-être également sur les marges nettes. Ici, on a à peu près... le résultat net ici représente 24% du CA. Attendez, il y a quelque chose de bizarre. 24% du CA pour le résultat net. Le résultat opérationnel, c'est 6% du CA. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il y a un élément exceptionnel quelque part ici. Revalorisation juste valeur du... Oh, ok. Donc ça, c'est un élément exceptionnel. Parce que le résultat net ne peut pas être plus élevé, ne peut pas... Voilà, ça ne peut pas être plus élevé que l'EBITDA ou bien assez similaire à l'EBITDA ici. D'accord? Donc ici, vous voyez que c'est 2 fois l'EBITDA. Donc ça, par exemple, ils n'ont pas eu 24%. Il faut ajuster ce montant-ci pour avoir à peu près le chiffre exact. Donc je peux faire ça ici rapidement. On a 91,5 moins 76,4 divisé par le chiffre d'affaires ici, 380,7, ça donne combien? On a à peu près 3,9%. Donc, on a également une évolution ici. Si on fait moins 0,17, donc ce qu'on avait précédemment ici,
on a à peu près 2%. Donc, vous voyez que on retrouve à peu près le même 2% de différence ici, d'accord? Donc, de plus. Donc, voilà, c'est à peu près sur la même tendance. Donc, ça, c'est exceptionnel. Donc, si c'est exceptionnel, il faut vérifier si ça n'a pas un impact positif sur les free cash flow. On va aller vérifier ça ici. Les free cash flow, vérification. Où est-ce qu'on a cette information-là? Alors, est-ce qu'on a l'information sur les flux de trésorerie consolidés, Operation Cash Flow, ok, Operating Cash Flow, on prend ici EBITDA, CAPEX, ok, échelle de roulement, autre variation en fonds de roulement. La variation en fonds de roulement, c'est très positif, mais il faut faire attention ici, je n'aime pas ça. Techniquement, s'il n'y avait pas eu variation ici en fonds de roulement, on aurait eu des Operating Cash Flow moins élevés que ça. Donc, évidemment, la variation en fonds de roulement, ça peut avoir tendance à fluctuer. Donc, d'habitude, quand je vois un moins 21%, j'ai tendance ici à le mettre en positif, donc toujours en zéro. Donc, c'est-à-dire qu'au cas où on n'aurait pas eu cette variation-ci, qu'est-ce que ça aurait donné? Et ici également, si je l'ai en positif, je le mettre en négatif. Au cas où on n'aurait pas eu ce plus-ci, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc, vous voyez ici que l'operating cash flow est grandement affecté ici par le besoin en fonds de roulement. Or, besoin en fonds de roulement, ça peut être dû ici au recevable qu'on a récupéré. Donc, ça peut également être dû au fait que l'inventaire, au lieu de dépenser plus, on a moins dépensé. Donc, il y a beaucoup d'informations derrière, d'accord? Donc, il faut souvent faire attention à cette métrique-ci. Donc, quand on regarde ici la trésorerie, free cash flow, très intéressant. On voit ici que la variation de la trésorerie est positive. En fait, techniquement, il y a rien, pas de variation positive ici. OK? Donc, les résultats actuels, c'est bien d'annoncer on a du free cash flow, mais il n'y en a pas. Réellement, enfin, il y en a en réalité, mais c'est vraiment, ça dépend aussi de la, je dirais pas manipulation comptable, mais voilà, vous constatez qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération ici dans ces free cash flow-là. Donc, moi, je suis pas très à l'aise avec les free cash flow qu'on annonce ici. C'est un effet d'annonce quand même, voilà, ça ne me fait... Je veux rester prudent ici. L'entreprise ici, est-ce qu'elle s'autofinance? Pour le moment, c'est vraiment du 50-50. Donc, je vais prêter attention à l'évolution de ces free cash flow à la fin de l'année parce que d'ici la fin de l'année 2023, j'aimerais voir quelque chose de positif ici sans la variation du besoin en fonds de roulement. Donc, ça, par exemple, si ça me laisse à 37, je ne pense pas qu'on ait des free cash flow positifs ici. D'accord? Donc, si on n'avait pas eu ce besoin en fonds de roulement, si on n'avait pas eu un besoin en fonds de roulement positif, ici, on aurait eu quelque chose de négatif. OK? Donc, il faut faire attention ici. C'est bien pour le trimestre actuel, mais j'espère que on va avoir tendance à avoir de véritables free cash flow dans le futur. Donc, si on se limite au net income ici, en réalité, on a à peu près, ça représente à peu près combien? 15 millions x 2. Donc, on pourrait s'attendre à du 30 millions ici à la fin de l'année. 30 millions, voilà, c'est presque rien par rapport à la capitalisation boursière actuelle, il me semble. Donc, ce sont des résultats qui semblent toutes corrects, d'accord? Mais on accorde toujours beaucoup d'importance ici à la croissance des revenus. Donc, ça reste toujours, j'ai toujours le même problème avec SES Imagotag. Et en fait, c'est la stratégie de l'entreprise. D'accord, il faut le reconnaître. Donc, pour le moment ici, ça se passe plutôt bien. L'essentiel est qu'elle s'autofinance. Donc, ce n'est pas le type d'entreprise qui va m'intéresser en date d'aujourd'hui, mais ça pourrait être, le produit semble être intéressant et je ne peux que souhaiter que ça fonctionne parce que si ça fonctionne, ça pourrait être une bonne chose ici en termes de, ça pourrait être un très bon investissement ici à long terme. Bref, dans tous les cas de figure, vous savez que une compagnie de croissance, on préfère l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. En 2023, ici, je pense on s'attend à peu près à du 38 millions en termes de bénéfices nets ajustés. 38 millions, d'accord? Vous avez vu ici qu'on a eu 15 millions, donc 15 fois 2 ici. Vous voyez que c'est le premier semestre, donc on pourrait avoir le 38 millions en question. C'est un business qui s'est négocié à 20 fois les bénéfices par là, en période, bon, vu la croissance actuelle, je pense qu'on pourrait aller à 25 fois les bénéfices. Mais voilà, soyons même gentils, je vais mettre 25 fois les bénéfices. D'accord? Parce qu'au-delà, on aura une croissance quand même de 76% par là. Donc voilà, elle peut mériter ce 25 fois les bénéfices là de manière temporaire. On sera à 950 millions. Si je retourne le 38 ici, ça veut dire que en date d'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets estimés en 2023, vous aurez à peu près un rendement potentiel, un rendement de 2,1% par rapport aux bénéfices nets. Donc si l'entreprise vous appartenait et qu'elle vous reversait la totalité des bénéfices nets, le rendement serait de 2,1%. Mais attention, ce rendement aura tendance à croître dans le futur. Donc, extrapolons un tout petit peu. En 2025, on s'attend à 120 millions d'euros l'année de bénéfices nets. Si on prend 120 millions d'euros divisé par la capitalisation boursière actuelle, attention, ce n'est pas encore ajusté
on n'a pas encore ajusté, la capitalisation boursière actuelle est plus élevée que ça. Il faudrait qu'on la prenne même à ce niveau-ci, capitalisation boursière. Bref, ça reste une estimation, donc l'essentiel, vous pouvez l'ajouter ici en conséquence si vous voulez. Donc, 120 millions divisé par 1, 7, 8, 0, on atteint à peu près 6,7%. Ça sera peut-être moins ici quand ça sera ajusté par rapport à la variation d'aujourd'hui. OK, donc, même au prix actuel, ça prend en considération beaucoup de guesstimations. Ce qui veut dire que quand vous l'achetez en date d'aujourd'hui, d'accord, ça inclut déjà une certaine croissance. Et si croissance au-delà de 2025, ça pourrait être intéressant. Donc, la taille du marché est importante ici. OK, la taille du marché est importante. Il faut vraiment que vous ayez confiance au management ici. Dans tous les cas de figure, un prix sans prendre en considération la croissance, vous savez que généralement, on aimerait l'avoir aux alentours ici. On avait calculé combien? 950 à 25 fois les bénéfices. 950 divisé par le nombre d'actions actuelles. Hein. J'espère que le nombre d'actions n'a pas changé. En date d'aujourd'hui, on a combien? Nombre d'actions, combien? À peu près 16,36. Bon, vu qu'il y a tendance à augmenter, je vais le mettre à 17 pour faire simple. On obtient à peu près 55, 56. OK, pas loin des... Je pense que... Pas loin, c'est par rapport à 2023 ici. Donc, si on prend 2024, vu qu'on a déjà à la fin de 2023 ici, les résultats de 2024 ici, un an plus tard, on a à peu près combien? On refait le même calcul. Alors, bénéfice net, où est-ce qu'on a ça ici? 75. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la valeur de la compagnie. C'est le prix sans prendre en considération une grosse croissance. OK? Et je l'ai même mis à 25 fois les bénéfices, j'ai été assez gentil. D'accord? 78 divisé ici par... enfin, c'est combien? C'est 75 plutôt. OK? 75 ici divisé par, multiplié par 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions à peu près à 17 millions. On a à peu près 110 millions. Vous vous rappelez qu'on n'est pas très loin de l'objectif qu'on avait précédemment ici en 2024. Je pense qu'on était sur l'une des vidéos ici, je pense au troisième trimestre de l'année précédente ici, on avait à peu près le même objectif. Donc idéalement, c'est une entreprise qui allait être intéressante sans prendre en considération une grosse croissance en taux de 60 euros par là. Donc, malheureusement, enfin 70 euros, c'est la même chose. Donc, malheureusement, quand on a proposé ce prix-là, il y avait également les nuages grêles, la psychose, entre parenthèses, causée par le short seller ici. Donc, je ne suis pas allé plus loin que le commentaire sur l'article ici. Mais dans tous les cas de figure, ça semble-t-il que les arguments ici étaient légers. OK? Donc, c'était peut-être un bon prix. Donc, si vous avez SES Imagotag à ce prix-là, ça pourrait être intéressant de garder vos actions. OK. Et si vous voulez l'avoir en date d'aujourd'hui, je dirais que ça implique déjà une certaine croissance. OK. Donc, pour moi, du SES, on restera correctement évalué ici aujourd'hui. Ça prend déjà en considération une certaine guesstimation. Et si croissance au-delà, si la stratégie actuelle fonctionne, ça pourrait être une bonne chose à long terme pour la compagnie. Dans tous les cas de figure, compagnie de croissance, à un prix qui n'implique pas la croissance, c'est toujours ce que je préfère, d'accord? Donc, au prix actuel, ça implique déjà une certaine croissance. Donc, ça, ce n'est que mon avis. Pour moi, je reste toujours sur les lignes de côté. Dans tous les cas de figure, pour SES Imagotag, si vous l'avez aux alentours de 80, 70, etc., voilà, ça reste un prix intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller quand on va lire les rapports financiers? 1. Taille du marché. D'accord. Également, perspective de croissance aux États-Unis, en Europe, etc. Ainsi qu'on regardera également les compétiteurs et les marges visées à long terme. Parce qu'ici, il y a beaucoup de guesstimations. Vous voyez que les marges ajustées ici sont aux alentours, par rapport à 2025, on a du 9,36%. Si ça se réalise, tant mieux. Donc, je vais aller vérifier dans les rapports financiers. Est-ce que le management parle d'un objectif de marge nette ici à 30% par là, à 9% par là, ou bien un objectif ici de marge EBITDA? On peut le voir ici, EBITDA. Un objectif de marge EBITDA aux alentours ici de 16%. OK? Il faudrait aller vérifier ça, 16-15% par là. Quel est l'objectif du management par rapport à ça? OK? Donc, tout va dépendre ici des perspectives de croissance à long terme. Vous constatez ici que quand on prend en considération ces perspectives de croissance, là, on a tendance à payer un multiple inférieur à 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA ici, ce qui pourrait être intéressant à long terme. Donc, tout va dépendre des perspectives de croissance ici. OK? Donc, le prix actuel inclut déjà une certaine croissance. Je pense qu'on est sur la croissance ici de 2025 par là, si je ne me trompe pas. Si on prend le 120 multiplié par 25, divisé ici par 17, on est à peu près à combien? Donc, 160, on pourrait atteindre le 176. Je n'ai même pas pris en considération la dette ici. Je pense qu'on a plutôt on a une légère dette ici. Donc, on pourrait qu'aux alentours de 176 euros l'action si on extrapole.
OK? Donc, faites attention. Le 176 € l'action inclut ici des marges aux alentours de 9%, marge nette par là, 25 fois les bénéfices. Et si 25 fois les bénéfices, ça veut dire qu'on s'attend à une croissance au moins supérieure à 5 à 10% sur les 5 années suivantes au-delà de 2025. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est-à-dire que la taille du marché est toujours à questionner. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. D'accord? Merci.